Bienvenue à votre dernier épisode d'Infocam de la saison qui commence maintenant. Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli démarre une série de conférences qui pourraient vous intéresser. On en parle maintenant. Je suis au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, du nouveau dans la programmation cette fois-ci avec des conférenciers, si je comprends bien. Oui, exactement ça. On a une série de conférences qui arrivent ici au musée. OK. Donc, ça traite sur toutes sortes de choses? Ou... On a toutes sortes de sujets, des sujets plus scientifiques, des sujets plus historiques avec une très grande gamme d'invités différents. On a des choses qui vont s'intéresser aux champignons, des affaires qui vont s'intéresser aux insectes, donc plus pour le côté scientifique. On a des choses plus historiques, où est-ce qu'on s'installe sur la pêche, sur le fleuve, sur les personnalités de la côte du Sud, sur les caters, donc sur vraiment une variété de sujets, là. OK, donc le lien, c'est des choses qui se voyaient à travers les époques par ici, si je comprends bien. Entre autres, en fait, la manière que ça s'est déroulé comme projet, c'est que cette année, pour les Journées de la culture, on a décidé ce qu'on faisait, on faisait une conférence. Conférence qui a eu quand même un bon succès, puis on a décidé donc d'en profiter et d'offrir des conférences sur des sujets que le musée maîtrisait déjà. On en a déjà fait plusieurs à l'extérieur, qui ont eu aussi un assez bon succès. Oui. Donc, vu que les conférences semblaient être appréciées, on a décidé donc de continuer dans cet ordre d'idées-là. Sauf qu'on ne peut pas être expert de tous les sujets en même temps, puis ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'expertise à les préparer. Donc, on a invité des gens à aller tout simplement donner ces conférences-là. Donc, on s'éloigne un peu de ce que le musée fait habituellement. On ne peut pas être, comme je dis, expert surtout. On n'a pas une expertise incroyable sur les insectes ou sur les champignons. Ouais. Mais donc, on a trouvé des experts, on a trouvé des gens de toutes sortes de milieux donc pour apporter ces conférences-là. OK. Je suis un peu curieux. Comment on fait pour trouver ces gens-là? Hein? C'est des recherches, c'est des gens déjà qu'on connaissait de notre milieu, donc c'est des gens qui ont été suggérés. Il y a des gens aussi qui se sont proposés, des gens qui savent qu'on donne des conférences, des gens qui s'intéressent au domaine muséal, mais il y en a beaucoup que c'est des gens qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà consultés pour certaines expositions, des gens avec lesquels on avait des contacts. Donc c'est assez varié dans qu'est-ce qu'on nous a proposé, puis c'est le comité de programmation qui s'est intéressé à qu'est-ce qui donc, serait intéressant au musée et qui eux connaissaient déjà, qui auraient peut-être ces informations-là à nous donner, puis seraient intéressés à nous les transmettre parce qu'on avait déjà travaillé avec. OK. Donc, si on veut prendre le temps de les nommer pour les découvrir, on parle de qui? On a Conrad Cloutier qui va venir en avril, donc qui va nous parler des insectes. On a toute une liste ici. Oui, ben oui. On a toute une liste. On a donc Conrad Cloutier que j'ai commencé. On a Hélène Raymond qui va nous parler donc du Saint-Laurent, surtout les pêcheurs du Saint-Laurent. Donc c'est une journaliste qui s'est intéressée vraiment à l'alimentation, mais là c'est vraiment l'alimentation plus maritime. Donc on va parler beaucoup de pêche. On a Martine Roberge qui va venir nous parler de la mi-carême, donc une tradition qui persiste à certains endroits au Québec, mais qui est en voie de disparaître en général. Ensuite, on a Bruno Boulet qui va nous parler des champignons des arbres. Donc là, ça, j'en avais déjà parlé un peu de mycologie. On a Judith Douville, qui est Maison, qui est notre chargée de projet au musée, qui va donc
refaire le lien avec le musée, on va nous parler d'archéologie, des 3 séries de fouilles qu'il y a eu sur le site du musée. Donc, on va parler du manoir de Philippe Aubert de Gaspé. On va exposer certains artefacts, certaines choses qu'on a appris par ces fouilles-là. On a Gaston Deschênes ensuite qui va arriver en avril, qui va faire les personnalités de la Côte-du-Sud. Et ensuite, on va avoir Serge Saint-Pierre, ethnologue, qui va nous parler de la chasse. Ensuite de ça, Normand Pellerin, dont j'avais parlé pour les quêteux. Et on termine ça avec Martin Fournier, qui va me parler de François-Xavier Lachance, qui est un constructeur de bateaux de l'île d'Orléans. Il va faire différentes embarcations, des embarcations de sauvetage pour l'armée. Il va avoir fait des bateaux de plaisance et il va avoir fait des bateaux qui sont reconnus pour leur rapidité, qui va être très apprécié des contrebandiers de l'époque. Ah! Donc, une vie voilà, bien remplie. Donc, on va avoir toutes sortes de choses différentes, comme je disais. Intéressant. Donc, les gens que ça intéresse, on peut, j'imagine, trouver l'horaire sur le site web. Oui, on va voir l'horaire complet qui est disponible sur le site web. Et sinon, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous offriez une espèce de tournée de café. Oui. Comment ça va jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à là, ça se passe bien. On en a fait plusieurs. Donc, c'est un peu la suite de cette idée-là, si on veut. Donc, la tournée des cafés, c'est des petites conférences qu'on donne. C'est des conférences qui se donnent au musée. Ça continue. On en a une qui arrive, je pense qu'elle va être faite le temps que l'émission sortir parce qu'elle arrive en fin de semaine à Lillet. On continue d'en donner dans d'autres milieux. On est toujours intéressé à en donner d'autres. Donc, les sujets qu'on fait, principalement, on a les infirmières de colonie, on a les anguilles, on a les femmes, les perspectives d'avenir d'avant 1950, puis il y en a d'autres sujets qui vont s'ajouter au fur et à mesure, qui sont prêts à être présentés et qui sont mieux recherchés. Et là, bientôt la période estivale. Oui. Donc, j'imagine que vous allez être sur le pied de guerre bientôt pour recevoir tout le monde. Oui, c'est déjà le cas, je vous dirais. On ne sait pas bientôt, c'est en ce moment. En fait, on a notre nouvelle exposition qui arrive en mai, donc avec la période estivale. Donc, on est en train de sortir une de nos anciennes expositions temporaires pour faire place à l'exposition permanente qui va donc rester là pendant 10 ans. Et je ne vais pas pouvoir dire énormément de choses à ce sujet-là, parce qu'il y a un concours qui se fait en ce moment sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook, sur Blue Sky, où vous pouvez essayer de deviner c'est quoi les thèmes de notre exposition. Donc, on a 8 thèmes différents. Il y en a un que je peux dire parce qu'il sort dimanche, donc à ce moment-là, ça va être révélé. Donc, on va parler, entre autres, de la mi-carême. Donc, ça va être plusieurs témoins. On va avoir un témoin fort par thématique qui va occuper le plus grand de l'espace, mais on a aussi fouillé dans nos archives pour ajouter d'autres points de vue, d'autres personnes qui avaient déjà été interviewées sur ces sujets-là ou des sujets connexes pour avoir une diversité de points de vue, d'opinions sur ces différents sujets-là. Donc, on a la mi-carême, mais on a 7 autres sujets donc, qui vont être mentionnés dans cette expo-là. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Là, ça va être... C'est assez ambitieux, il y a beaucoup de sujets différents, donc il va y avoir quelque chose pour tout le monde, c'est certain. Donc, à suivre, tout le monde peut se tenir au courant par la page Internet. Je te remercie beaucoup de m'avoir reçu ce matin en vous souhaitant une belle saison. Bien, merci, ça fait plaisir. La violence dans nos écoles, sujet qui fait beaucoup parler ces temps-ci. Je suis allé creuser de quoi ça avait l'air dans notre Bas-Saint-Laurent. Toi, en tant que président du syndicat de soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, est-ce que c'est des sons de cloche que tu as depuis un certain temps? Ben oui, certainement, c'est en hausse. On a beaucoup de situations récentes qui assez violentes aussi là. On a eu des cas là, assez violents là, dont des entorses cervicales, même suite à des coups qui ont été donnés là, par des élèves. Euh, on voit aussi que les statistiques sont en hausse. Si je peux vous donner peut-être quelques petites données là. Entre le 1er juillet 2024 et le 5 février 2025, on parlait de 105 déclarations d'accidents, dont 59 qui impliquaient des élèves. Donc, c'est suite à des gestes de violence des élèves. Puis si on prend les résultats du 1er juillet 2025 au 9 janvier 2026, donc presque un mois de moins, on parle de 198 rapports d'accidents, dont 149 qui impliquent des élèves. Oh boy. Donc, c'est de la violence c'est un geste de violence causé par des élèves qui ont blessé du personnel de soutien scolaire là, dans nos établissements là.
jusqu'au 9 janvier, là. J'ai pas les statistiques pour la suite, là. Mais OK. c'est en hausse, là. Clairement, cette année, là, beaucoup plus élevé que les années passées. De nos jours, ben, des jeunes qui ont un peu plus de rigueur, puis qui tiennent, qui ont un petit peu plus de, je sais pas comment dire ça, mais de vouloir, c'est sûr qu'ils ont pas peur du personnel tu sais, dans les écoles, ils ont pas peur d'eux, fait que sont plus aptes là, à faire des mauvais coups, si on peut dire, là. Les directions, ils inventent pas des choses, là. Tout revient du gouvernement, puis c'est la CAQ qui donne les budgets, même si ça prend plus d'intervenants dans les écoles. On a beau marteler aux directions qu'on a besoin de plus de monde sur le plancher, même si leur bon vouloir est là, ils peuvent pas. Sont limités avec les coupures. On a des techniciens en éducation spécialisée qui vont être absents du travail une journée, puis il y a un élève qui il va être désorganisé là, s'il n'est pas là. Ben souvent, c'est pas remplacé avec les coupures budgétaires. Donc, OK. ce qui arrive, c'est qu'il y a une désorganisation, il y a des événements, puis ça nuit pas juste à cet élève-là, c'est tout le groupe qui vit aussi cette situation-là. Il faut que tout le monde se mette ensemble, là, autant tous les employés, les directions que les parents aussi, les parents, puis toute la société en tant que telle. Tout est relié, là. Mhm. D'un bout ou l'autre, les coupures du gouvernement dans l'éducation, tu sais, on voit des murs tomber d'écoles, comme qu'on a vécu, nous Oui. aussi. Euh, c'est tous des effets à retardement de coupures qui ont été faites dans le passé, puis de mauvaise gestion, si on peut dire, de notre argent, là, de l'argent public. Donc voilà qui nous donne une petite idée de comment ça se passe pour nos employés de soutien dans les écoles. Je vous invite à aller écouter l'entrevue dans Extra Extra qui va avoir lieu cette semaine avec Natacha qui nous parle de comment ça se passe pour les professeurs. Communautaire à bout, ces organismes du communautaire qui manquent de financement et qui n'en peuvent plus. Voici un petit résumé de la situation. Communautaire à bout, je pense que le titre en dit long. Oui, je pense que oui. Donc, bon, j'ai l'impression que ça fait longtemps que le milieu communautaire est habitué de se débrouiller avec quelques bouts de ficelle. Là, ça commence à être plus possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tu sais, il y a une accumulation, là. Ça fait longtemps qu'on est en arriérage de financement. Puis plus ça va, plus c'est faut diversifier nos sources de financement, entre autres, là. Parce que le gouvernement, ben, il suffit plus à la demande, là, tu sais, à l'évolution naturelle des organisations où on essaie de suivre le coût de la vie, on essaie d'offrir des salaires intéressants à nos employés parce que moi, j'ai jamais trouvé d'argumentaire assez fort pour me faire comprendre que des éducateurs spécialisés dans le communautaire gagnent moins que des éducateurs spécialisés dans les systèmes scolaires ou de la santé. C'est les mêmes formations. Oui. Tu sais, à la limite, il y a plus de tâches aux communautaires parce qu'ils doivent être plus façon pieuvre. Donc, pour répondre vraiment à tous les besoins. Donc, tu sais, ce bout-là, je ne comprends pas. Puis, tu sais, on travaille fort pour la reconnaissance aussi, tu sais, de nos employés parce que même, tu sais, il y avait une enquête qui avait été faite, puis même quand nos intervenants ils se font questionner par leur famille, ben, tu sais, la famille souvent a dit, ah ouais, puis après le communautaire, tu vas t'en aller vers quoi, là, tu sais? Comme ça serait une job, un travail de passage, là, une espèce de passage obligé pour se faire les dents, puis après ça, aller dans une vraie job, tu sais? Ça n'a pas de bon sens, là. C'en est une vraie job. Ben oui. Le salaire suit pas. L'espèce de mentalité aussi, tu sais, ben, de toute la population, puis comment que le gouvernement traite un peu le communautaire. Tu sais, c'est une richesse qu'on a là, au Québec, là, le communautaire, vraiment. Il n'y a pas grands endroits dans le monde où les communautés peuvent se mettre ensemble, créer un organisme pour répondre aux besoins du terrain dans lequel ils habitent. Euh, Puis que cet organisme-là évolue et peut critiquer ce que le gouvernement fait, puis que le gouvernement finance. Là, tu sais, c'est de toute beauté, ça. Là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment pour la population qu'on est là, puis tout ça, mais
C'est ça, le financement n'arrive pas, on peine à y arriver. Les travailleurs dans le communautaire, on doit être capable de faire plein de tâches, là. Tu sais, vous êtes quand même, pour le gouvernement, vous êtes des véritables petites étoiles, là. Tu sais, je veux dire, vous réussissez à l'alléger considérablement en étant autant proche des réalités locales et de la communauté. Donc, c'est un peu absurde que que le financement diminue chaque année. Je comprends que la grogne doit augmenter. Là, on se dirige vers quoi? Une grève, si je comprends bien? Ouais, on se dirige vers une grève de service, en fait, qui est, selon les organisations, tu sais, au Bas-Saint-Laurent, on vient juste d'embarquer dans le mouvement. C'est un mouvement qui est né plus dans le coin de Shawinigan, OK? puis qui a pris de l'ampleur, puis là, il couvre plusieurs régions du Québec. Mais le Bas-Saint-Laurent vient tout juste d'embarquer là-dedans. Comme vous voyez, là, il y a aujourd'hui, là, je crois qu'on a environ 33 organismes communautaires au Bas-Saint-Laurent sur les 170 qu'il y a, où on a des mandats de grève de nos conseils d'administration. Puis ça, un conseil d'administration, c'est des gens de la population. Tu sais, donc, on est supporté par la population pour faire ça. Puis, tu sais, c'est ça, les organismes communautaires, on est collés, là, on voit l'évolution des problématiques, toutes les failles un peu, on est comme à même de pouvoir régler rapidement tout ça, mais il faut toujours attendre après le gouvernement, tu sais, qui fasse les analyses, puis tout ça, puis c'est hyper long avec l'argent redescendre, donc les problématiques, là, ils prennent de l'ampleur, Hmm. puis ça devient limite pas gérable. C'est comme tout ce qui est crise d'itinérance, l'alimentation, le logement, tout ça, tu sais, le communautaire, là, ça fait longtemps qu'on le voit ça, là, sur le terrain, là, que ça s'en va vers quelque chose. Mais vu qu'on n'a pas le financement, on n'est pas capable de rapidement de s'ajuster puis de combler des besoins avant que ça devienne des choses hyper grosses, là. Puis tu sais, ça, on commence vraiment à être épuisé de ça. Oui, oui. Donc là, cette grève-là, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire comprendre ce besoin-là au gouvernement, si je comprends bien. Oui, exact. C'est de faire comprendre que, tu sais, nous aussi, on mérite d'avoir des salaires. Nous aussi, on mérite d'avoir de la considération. On veut du financement. Tu sais, les hausses qui sont annoncées, puis tout ça, ben, c'est du rattrapage qui, ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir, là. Tu sais, c'est pas de l'argent nouvelle qui arrive, puis tu sais, souvent, ben, c'est des sous qui sont déjà engagés ou, tu sais, c'est Mhm. bon, hein? Fait que, tu sais, puis c'est ça, le nouveau budget il est sorti, j'ai pas fait l'analyse de ça, puis les regroupements sont en train justement d'analyser tout ça pour voir c'est quoi le nouvel argent, puis je sais pas s'ils vont en avoir tant, là, tu sais, souvent ils annoncent des choses qui étaient déjà un peu dans les enveloppes, là. Mhm. Tu sais, c'est à voir, là, c'est à voir, là, je dis un peu, mais c'est ça. Donc on travaille OK. vraiment pour que le communautaire, en fait, prenne sa place, la place qui a droit d'être, là. On répond tu sais, à la population, là. Tu sais, c'est ça, là. On est une voix, là. Oui, tout à fait. Et dans le fond, si jamais le gouvernement n'est pas capable de reconnaître tout ça, d'aider davantage, quelle autre option il vous reste? On mise beaucoup sur le gouvernement. Tu sais, c'est eux un peu qui nous ont financés dès le départ. Tu sais, Oui. il y a d'autres choses, tu sais, il y a d'autres, tu sais, bon, il y a les centraides de ce monde, il y a des, mais tu sais, c'est pas assez, là, c'est pour compenser un peu le manque que le gouvernement, faudrait, tu sais, en fait, c'est des enlignements politiques aussi de supporter le communautaire, là. On est là, on prévient des alourdissements du système de santé, système Oui. d'éducation. Tu sais, nous, tu sais, je vais parler pour Je raccroche, là, qui est une école de rue, en fait, à Rimouski. On fait du raccrochage scolaire pour les 16-30 ans. Les jeunes qu'on raccroche à l'école, c'est des jeunes qu'on va sortir du système qui soit se ramasseront pas sur l'aide sociale ou qui, tu sais, ils vont se trouver un emploi, donc ils vont apporter de l'impôt, ils vont des taxes, le pouvoir d'achat, ça va devenir tu sais, des adultes actifs, alors que s'il aurait pu, pour certains, devenir comme inactifs et être payés, puis que ce soit tous nos impôts qui payent. Puis, tu sais, donc, on essaie vraiment de les aider là, à prendre leur place dans la société, puis de rallumer la flamme qu'il y avait quand ils étaient jeunes, on se trouvait un métier motivant, puis ils Mhm. deviennent du monde positif, puis
avec ça, ben, c'est les futurs parents, donc qui aient un discours positif envers l'école pour leurs enfants quand ils vont y aller. Donc, pour arrêter ce phénomène de décrochage-là, générationnel, parce que des fois, c'est des générations qui Oui, décrochent, là. Donc, fait que c'est ça, mais tu sais, on fait sauver de l'argent. c'est Tu ça. sais, 1 dollar investi dans le communautaire, là, selon des études, là, c'est 12 dollars d'économiser dans le système, là. Parce qu'on est vraiment avant les problématiques. Mais là, plus ça va, plus on est obligé d'être des espèces de pansements, là. On essaie tu sais, de guérir des blessures déjà très béantes, puis on n'a pas les capacités financières, humaines, organisationnelles pour être capable de répondre à tout ça. Donc, on est obligé de se déchirer, tu sais, Hmm. de voir qu'on n'est pas capable de répondre aux besoins que nos jeunes ont. C'est, 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 Ouais. c'est vraiment terrible, là. Ouais, on guérit pas le cancer avec un plaster, forcément. Non, non, non. Ben écoute, Michel, gros dossier à suivre en espérant que tout ça puisse avoir du positif à venir et que l'oreille de nos gouvernements s'ouvre. Je te souhaite bonne chance, puis à toute la gang. Fait que merci d'avoir pris le temps de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Le Conseil des ministres a procédé officiellement ce mercredi 11 mars dernier à la nomination de Mme Caroline Dufour à titre de directrice générale. Le Centre de services scolaires de Kamouraska souhaite félicitations à Mme Caroline Dufour. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima est ravie d'annoncer que Mme Nancy Dubé, préfète de la MRC du Kamouraska, sera la prochaine présidente d'honneur du tournoi de golf de la santé. L'événement aura lieu le vendredi 19 juin 2026 au club de golf de Saint-Pacôme et vise à recueillir des fonds pour l'achat d'équipements médicaux. La participation de Mme Dubé à titre de présidente d'honneur témoigne de son engagement envers la santé. Sa présence contribuera à mobiliser les partenaires, les participants et les donateurs autour de cette importante cause. Les inscriptions sont ouvertes en ligne dès maintenant au www.fondationhndf.ca dans la section financement. À ne pas manquer le 23 mai prochain à 20h à la cathédrale Sainte-Anne de la Pocatière, le spectacle bénéfice pour Je collationne de Mélissa Bédard. À noter que tous les sous qui seront amassés par la vente de billets iront directement à l'achat de collations pour les jeunes des écoles de la région. La Mosaïque de la Pocatière recevait le club photo Camelou récemment. Voici un résumé du vernissage pour ceux qui ont raté l'occasion. Ce soir, on est pas mal émus de tant de monde. Waouh! Alors, on se présente, on est le comité d'exposition, on est 3. Manuel Magui qui filme, Hélène Desjardins et moi, Karine Verpillot, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là tous ce soir pour honorer l'art, la beauté, le lien, la communauté, parce que c'est tout ça en fait ce soir. Merci d'être là, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je vais remercier Étienne, qui est quand même de la ville, qui est le responsable de la bibliothèque et qui nous soutient dans nos efforts d'une façon magistrale. C'est même lui qui fait le lunch. Alors, il est bon marié. En fait, remercier aussi le club photo Camelou. Voilà, parce que vraiment, ce que vous faites, c'est magnifique. Le thème Gens d'ici, il s'est articulé alentour de la mission du club. La mission du club, c'est de promouvoir la photographie auprès des membres et auprès du public des régions des MRC du Kamouraska puis de Rivière-du-Loup. Par le passé, le club a déjà fait des expositions où on mettait en valeur les paysages. C'est tellement évident dans notre région qu'on a des beaux paysages. De
la faune, de la flore et le patrimoine bâti. Et en 2024, on a proposé aux membres un défi, celui de faire des portraits des gens qui habitent notre territoire. Puis le genre portrait, c'est un genre qui peut être intimidant, autant pour le photographe que pour le modèle. Donc, ça a demandé quand même un certain engagement par rapport à ça. Il y avait des contraintes. On n'avait pas laissé les membres faire des portraits comme ils voulaient. Ça aurait été trop facile. Donc, on leur a mis des exigences de territoire. Les gens qu'on devait photographier habitaient ou travaillaient dans notre territoire. Ça devait aussi être une photo originale. Non, ça ne devait pas être tiré d'une collection de photos qu'on avait déjà réalisées. Et elle devait être accompagnée d'un texte pour nous présenter brièvement les gens qui étaient photographiés. Donc, on a utilisé le portrait environnemental pour faire cette exposition-là. Le portrait environnemental, on met les gens dans leur contexte, soit contexte professionnel, contexte de loisirs, contexte sportif, ou encore devant des réalisations qu'ils ont faites. Ça impliquait, pour les membres du club qui n'étaient pas familiers avec la production de portraits, qu'on organise une formation. Et donc, l'ECA a programmé des activités, des ateliers où les gens pouvaient se familiariser avec la technique du portrait environnemental. Ils étaient accompagnés par soit des membres du club qui étaient un petit peu plus expérimentés, et tout ça afin de les amener à adhérer au projet. Si on avait dit, vous allez faire le portrait d'une personne que vous ne connaissez pas, dans un endroit que vous ne connaissez pas, avec des conditions d'éclairage que vous ne connaissez pas, on n'aurait pas eu 21 personnes qui auraient fait des portraits. Donc, il fallait mettre un peu d'effort puis d'accompagner les gens qui étaient prêts à le faire. Parce qu'approcher une personne pour faire sa photo et lui dire que la photo, elle va être exposée au regard du public pendant 5-6 semaines, c'est pas la même chose que de prendre la photo puis de dire, ben ça va être dans l'album de famille. Donc, dans les portraits que vous allez voir ou que vous avez déjà vus, il y a deux sens. On peut le regarder du point de vue du photographe pour voir comment il a traité le sujet, puis on peut le voir aussi du point de vue de la personne photographiée. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous présenter de son travail, de son activité. C'est tout pour cette semaine et pour cette saison. Mon nom est Benoît Murray et je vous souhaite un très beau printemps. On se revoit en juillet cet été. Bye bye.